Bonsoir à tous, voici les titres de ce 19h45. Le changement climatique fait 2 fois plus de déplacés que les conflits et il est aujourd'hui le principal facteur des migrations. Les conséquences liées aux effets du changement climatique, c'est à savoir dans cette édition. De Diegbadi à Semekpodi, le sel produit au Bénin est encore insuffisant. Résultat, le sel local est presque inexistant alors que le sel importé inonde le marché. La conservation des mémoires de fin d'année continue de faire polémique. Entre archiver les mémoires des étudiants en ligne et conserver les supports de données en papier, le débat reste entier. À nouveau, bonsoir. Ils font désormais partie de notre quotidien. Les changements climatiques sont bien là et ses effets bien visibles. Au-delà du climat, ses conséquences sont bien plus complexes. Selon les prévisions, le 21e siècle sera peut-être le premier à voir l'apparition de réfugiés climatiques. Les changements climatiques et ses impacts sur l'agriculture, la santé et les ressources en eau, c'est dans ce reportage signé Bernold Djogbe, Amandine Agnabossou. Il faut accorder du prix à ces différentes variations pluviométriques. Plus personne n'ignore la problématique du changement climatique. Beaucoup perçoivent déjà ces effets qui se manifestent sous diverses formes. Changement climatique, réalité actuelle ou future, ce thème a été choisi pour clarifier le concept et mettre tout le monde au même niveau d'information. Nous n'arrivons pas à communiquer correctement sur les résultats de recherche. Nous pensons toujours que nous sommes en colloque où il faut utiliser les gros mots scientifiques, la méthodologie compliquée. Or, pour que le commun des mortels comprenne notre message, il faut descendre à un niveau très bas. Il faut véhiculer dans un langage très simple, fluide, qui permettra aux néophytes de comprendre ce que c'est que les changements climatiques et leur impact sur l'environnement. Le dérèglement climatique est causé par l'activité humaine. Ces impacts sont visibles non seulement sur l'agriculture, mais aussi sur la santé humaine. Si l'air est chaud, l'homme acquiert la chaleur de l'air. Et quand l'air est froid, l'homme acquiert la chaleur, n'est-ce pas, donc de l'air qui est froid. Et il ne peut pas attraper le refroidissement, mais le réchauffement de son corps. Et ça peut, n'est-ce pas, donc amener à dans son système et l'amener, n'est-ce pas, à avoir l'hyperthermie, par exemple, ou l'hypothermie. De manière indirecte, avec, n'est-ce pas, donc l'humidité forte et la température forte, n'est-ce pas, donc ça développe les germes pathogènes. Nous avons par exemple les anophèles qui se développent quand il fait très chaud et quand, n'est-ce pas, donc il pleut beaucoup. Là donc les mouches se développent, donc l'homme, n'est-ce pas, peut, quand ces moustiques-là, donc peut dans le piquant, donc n'est-ce pas, donc le palu et il peut tomber malade. À un moment donné, on constate, n'est-ce pas, donc que certaines maladies qui avaient disparu reviennent. La tuberculose revient, la lèpre est en train de revenir petit à petit. Ça, c'est lié effectivement au changement climatique. Nous avons affaire à une agriculture pluviale qui dépend essentiellement de la pluie. Qu'elle tombe, qu'elle ne tombe pas, qu'elle tombe en excès ou qu'elle manque totalement. Donc dans ces conditions, le paysan, de façon empirique, essaie d'adapter son calendrier par rapport à la disponibilité en eau. C'est difficile de plus en plus. Des impacts globaux qui inquiètent, mais il existe des solutions pour mieux s'adapter. En agroclimatologie, on essaye de faire des calendriers agricoles connaissant une certaine durée, 50-60 ans. On voit les fluctuations de la pluie, les fluctuations des vents. On voit quand est-ce que le début de la saison commence de façon habituelle et on essaye donc d'imaginer un calendrier agricole propre à telle variété, à telle culture. Et c'est ça qu'on soumet aux paysans. On peut, par un système de barrage, de retenue d'eau, faire en sorte que pendant la pénurie pour l'agriculture, qu'on aille faire l'irrigation, ainsi de suite. Ça, c'est les progrès à venir et dont les paysans rêvent déjà, ils essayent, mais on peut s'appuyer là-dessus. Il faut, n'est-ce pas, donc qu'on développe beaucoup l'alerte précoce. Surtout pour la pluie, qu'on prévoit donc ces pluies-là. Ça, c'est sûr qu'on se dit, à quel moment, n'est-ce pas, il y aura sécheresse. Et qu'on puisse, n'est-ce pas, prévoir ça pour que le paysan qu'on puisse lui dire, attends, fais ci. Et là, ce ne serait pas nous. Donc, ça lié avec les agronomes pour faire ce travail-là. Je crois qu'on pourra donc éviter des hécatombes, des problèmes, n'est-ce pas, donc récurrents qui vont se poser. Le temps de l'inaction est terminé. Tous les acteurs sont appelés à agir afin d'atténuer les effets des changements climatiques.
Le sel est considéré comme un ingrédient des plus indispensables. Au Bénin, il est utilisé à diverses fins, mais sa production ne se fait pas en quantité suffisante. Résultat, le sel importé est beaucoup plus présent sur le marché. Marianne Assomon et Jennifer Sativi. Cotonou, nous sommes au marché d'Antokpa. Plusieurs revendeuses de sel viennent s'approvisionner ici. Sur ce site, une usine se charge de moudre les cristaux de sel importés dans le but de les rendre plus fins pour la vente. Les clients préfèrent que les cristaux de sel soient moulus. Donc, c'est ce que nous leur offrons. Nous l'importons du Sénégal. On l'importe aussi du Ghana à côté. Nous avons aussi le sel de la Tunisie. Il y a les emballages de 25 kg, des emballages de 30 kg et des emballages de 40 kg. Malgré le coût relativement faible de l'activité, les meuniers font d'importants chiffres d'affaires. Cela s'explique par la forte demande du sel importé au détriment de celui produit au Bénin. Le sac de sel coûte 3 000 francs, mais lorsqu'il est moulu, le tout revient à 3 300 francs. Pour les fabricants de glace, des barres de glace et consorts, ils l'utilisent en cristaux comme ça vient. Et pour les fabricants de pain, on les moud, mais de façon un peu plus granulée. Par rapport à la consommation, on les fait selon la préférence de chaque zone. Le sel produit au Bénin provient essentiellement des zones marécageuses et maritimes. On le retrouve pourtant en très faible quantité sur le marché. Plusieurs raisons expliquent la situation. Je quitte Ouegbo pour m'approvisionner en sel ici. Nous avons plus de facilité à vendre le sel importé et son prix est plus abordable. La fabrication locale n'est pas utilisée pour plusieurs raisons, notamment la quantité est trop faible. Ça ne peut pas répondre à la demande du marché. Le sel produit au Bénin coûte 500 francs, mais n'est pas aussi blanc que celui du Sénégal qui coûte 300 francs. Cela nous sera plus bénéfique si le sel local venait à être répandu comme celui importé. Le sel contient des minéraux tels que le sodium, le chlorure et s'avère donc nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Néanmoins, sa consommation excessive peut générer d'autres maux comme l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas consommer plus de 2 grammes de sel par jour. Merci à vous, Jennifer Sativi. Conserver les mémoires de thèse, de doctorat ou de master en ligne. La voix de certains archivistes s'élève de plus en plus pour plaider pour l'héritage intellectuel à laisser aux générations futures. Selon eux, les supports de données en papier sont extrêmement fragiles et risquent de devenir inutilisables du jour au lendemain. Éviter que cela n'arrive, alors il faille conserver les mémoires en ligne. Quelle est alors l'importance pour les universités publiques d'archiver les mémoires des étudiants en ligne et que gagne l'enseignement supérieur? Nous avons posé ces questions à Wenceslas Maussi. Il est archiviste et est au micro de Patrick Adjaboudjou. Pour produire des résultats de recherche, on a besoin de savoir ce qui a été produit par d'autres chercheurs. Et donc pour ça, on a besoin en réalité d'avoir les travaux publiés par ces chercheurs-là en un endroit. Et dans le cas d'espèce, il s'agit de travaux de fin d'études, donc un mémoire, un rapport de stage ou une thèse de doctorat. Donc pour ça, on a besoin d'avoir dans un même grenier, donc un entrepôt, ces travaux-là qui sont publiés pour que ceux qui veulent faire d'autres recherches s'en inspirent pour produire de nouvelles connaissances. Cela est possible si on décide de mettre en place la plateforme. Donc il y a un aspect de structuration d'abord, de quel travail on veut mettre en ligne, sur quelle thématique, sur quel sujet, est-ce que c'est tout ce qui est soutenu, ou si c'est les meilleures mémoires qu'on met, ou c'est les meilleures thèses qu'on met. Ensuite, maintenant, il y a la plateforme derrière. Quelle plateforme va abriter ça? Est-ce que c'est sur un simple site web? Est-ce que c'est une plateforme dédiée, comme DSpace, qui est une plateforme de dépôt institutionnel? On met maintenant en place la plateforme et on définit les habilitations d'accéder à la plateforme. Est-ce qu'on accède au résumé simplement? On accède à des chapitres? On accède à l'intégralité? Et quand vous êtes étudiant, quand vous êtes enseignant, quand vous êtes chercheur, vous produisez, vous déposez. Et quand vous avez fait un travail de recherche, un mémoire ou une thèse, on va aussi vérifier, quand on tape dans le système, on peut bien voir les similitudes. Et l'université est d'autant plus preneuse parce que ces genres de plateformes découragent ce qu'on appelle l'escroquerie intellectuelle. Ils vont décourager les pratiques plagiaires. C'est-à-dire que
Quand on a mis tout ce qui est produit dans un grenier, quand vous êtes allé chercher, on sait ce que vous avez cherché. Parce qu'en amont, après, pour vous soumettre un autre travail de mémoire, on va vérifier dans le grenier si vous n'avez pas pris une partie de la semence de l'autre. On a tout intérêt à aller là. Et je pense que les gouvernants actuels, non seulement le ministère, mais aussi l'université de Calavi, pour ce que je sais, travaillent dans ce sens-là. L'Éthiopie et le Burundi ont encore des possibilités pour stimuler leur production de café afin de satisfaire le marché de niche. C'est le message que lance la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans un numéro spécial consacré au secteur du café en Afrique de l'Est. Alors que sur le marché du café courant, les prix sont actuellement déprimés du fait de la production pléthorique, les deux pays qui pèsent pour 53% de la récolte d'Afrique de l'Est peuvent agir pour bénéficier d'un segment du café de spécialité plus rémunérateur et en pleine croissance. La culture du café fournit 80% des recettes d'exportation du Burundi et 25% de celles de l'Éthiopie. Elle fait vivre plus de 12 millions de personnes sur le continent africain. En 2018, la récolte mondiale de riz devrait se cumuler à 773 millions de tonnes, soit 1,3% de plus que 2017. C'est ce que rapporte l'Observatoire de statistiques internationales sur le riz dans son rapport mensuel sur le marché mondial du riz pour le mois de septembre. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la hausse de la production est basée sur l'hypothèse d'une météorologie plus clémente et sur l'effet incitatif des prix à la production, en particulier dans l'hémisphère nord. Merci à toutes et à tous. Bon samedi à vous.